Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Nandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, Joseph Kabila a ordonné à la demande de son homologue sénégalais Macky Sall l'arrêt des poursuites engagées contre 3 activistes sénégalais, un burkinabé, qui ont été interpellés le dimanche 15 mars à Kinshasa pour, je cite, tentative d'exportation des révolutions violentes en RDC. Bon, c'est comme ça que Digital Congo lui présente la chose. Et Monsieur Mbelou, le fait qu'ils soient eux soient libérés, est-ce que ce n'est pas un épilogue qui semble un peu bizarre, hein, puisque les activistes congolais demeurent en prison? Ça paraît bizarre, mais c'est bon de pouvoir étudier cette question-là assez sérieusement. Pourquoi y a-t-il d'une part des jeunes qui sont libérés et d'autre part ceux qui sont encore retenus par les services de l'ANR? Je vous informe que l'un des jeunes de la Lucha libéré a témoigné qu'il a été torturé. Et avec ses amis, il pose entre autres ces questions-ci. Comment peut-on prétendre que le Congo est un pays démocratique pendant que certaines dispositions constitutionnelles ne sont pas respectées? Entre autres, le droit reconnu aux citoyens pour qu'ils puissent s'assembler et parler et discuter entre eux. Et d'autres dispositions qui sont violées présentement, c'est le fait qu'on puisse garder les citoyens congolais dans les services de sécurité pendant plus de 10 jours sans qu'ils aient accès à leurs avocats ou qu'ils puissent être visités par leur famille. Et quand on sait que dans ce pays-là, tuer est monnaie courante, et que Chebeya et Bazana ont été tués dans les circonstances à peu près semblables, on a peur que nos enfants ne puissent disparaître. Et le député Kiakwa n'a pas eu froid aux yeux pour décrier cette façon de faire. Donc il y a, d'une part, si nous pouvons parler par exemple du Sénégal, un pays qui, tant bien que mal, accepte de suivre ces jeunes, même si ces jeunes ne vont pas toujours dans le sens de ce que les autorités politiques attendent, mais ils se sentent protégés. Il y a d'une part, et d'autre part, il y a les jeunes Congolais qui, eux, doivent se battre seuls et ne bénéficient d'aucune protection à l'intérieur du pays. Quand vous suivez ce qui s'est passé avec ceux qui sont rentrés dans la clandestinité, leurs appels à l'ONU, par exemple, n'ont pas eu de suite. Leurs appels à la Fondation Carter n'ont pas eu de suite. C'est cela qui m'a fait dire dans mon premier texte qu'il se pourrait que ces jeunes aient été livrés sur l'autel de la mort par ceux qui affirment avoir financé leurs activités. Et c'est le moment pour les Congolais et les Congolaises de pouvoir rester vigilants et de chercher à se mettre debout pour que ces jeunes-là ne puissent pas être trucidés sans que l'on sache réellement ce qu'ils ont fait, parce qu'ils n'ont pas encore été jugés jusqu'à ce jour. Oui, justement, par rapport à tous ces faits qui se sont déroulés, le gouvernement congolais en a une lecture tout à fait particulière, parce que son porte-parole dit par exemple ceci: face à la mauvaise foi des uns et à l'hypocrisie des autres dans cette affaire, il revient au gouvernement de rétablir la vérité. Il s'agit en fait d'une tentative délibérée de déstabilisation des institutions de notre pays auxquelles les initiateurs de ces projets ont décidé de s'en prendre par tous les moyens, y compris l'extrémisme violent, pour les faire dégager, comme ils ont l'habitude de le dire, sans tenir compte de leur mandat constitutionnel. N'est-ce pas un peu paranoïaque, hein, de la part d'un régime
qui voit les complots contre lui un peu partout? Ils disent avoir des éléments qui confirment leurs propos, mais les Congolais et les Congolaises auraient souhaité voir ces éléments-là. Mais n'oubliez pas qu'il y a une très grande méfiance qui existe entre ce groupe-là, qui prétend être au pouvoir, et les Congolais et les Congolaises. D'ailleurs, cela est ressorti dans la fameuse lettre que ceux qu'on estime être les fondeurs de la majorité dite présidentielle ont rédigé à l'endroit de leur autorité morale. Il y a une rupture entre ce conglomérat d'aventuriers et le peuple congolais. Et ce conglomérat d'aventuriers serait en train de se venger contre le peuple congolais qui n'arrive pas à l'accepter, et il serait en train de s'en prendre à sa jeunesse pour casser tout esprit d'indépendance, toute pensée critique, tout effort de pouvoir participer à l'émancipation politique du pays. Quand on sait que les jeunes Congolais ont été le fer de lance de la protestation qu'il y a eu lieu à Kinshasa et dans d'autres coins du pays les 19, 20 et 21 janvier, on peut lire dans ce qui est en train de se passer maintenant une vengeance de la part de ce conglomérat d'aventuriers qui voudraient se faire passer pour des gouvernants, quoi. Oui, toujours à propos de Lambert Mende, à la question lui posée par un journaliste de Radio France Internationale, de savoir s'il n'y avait pas une contradiction à libérer les étrangers et à garder sous les verrous les militants pro-démocratie congolais. Il a rejeté cela totalement en affirmant selon lui qu'il s'agissait uniquement de la volonté de l'autorité judiciaire qui comptait. Et que c'est comme ça que cela se passe dans le monde entier. Mais M. Mbelou, lorsqu'on sait comment notre justice fonctionne au Congo, peut-on parler d'une quelconque indépendance, et quel sort pourrait être réservé à ces jeunes qui pour certains restent encore sous les verrous? Il n'y a pas d'indépendance judiciaire au Congo, il n'y en a pas. Si le Congo avait une justice indépendante, il aurait déjà organisé une justice transitionnelle pour toutes les victimes de la guerre à laquelle plusieurs rébellions issues du Rwanda et de l'Ouganda ont participé, dont le RCD de Mende, l'AFDL des autres. N'oubliez pas que certains partis politiques du pays sont l'émanation de l'AFDL, comme le PPRD, et malgré tous les rapports qui ont été rédigés, non pas par les Congolais, mais par les experts de l'ONU, depuis les années 90 jusqu'à ce jour, aucune justice transitionnelle n'a été mise en place pour juger les victimes de la descente du pays aux enfers. Alors, on ne peut pas aujourd'hui se permettre, après avoir été dans la rébellion qui a participé de l'extermination des Congolais, se permettre d'affirmer qu'il y a une quelconque politique au pays. Donc, tant que dans ce pays-là, on n'aura pas organisé une justice transitoire revenant sur les forfaits commis depuis la guerre de l'AFDL jusqu'à ce jour, nous ne pouvons pas du tout croire dans le discours tenu par les Mende et les autres membres de la majorité dite présidentielle, qui, eux, comme ils l'ont dit au mois d'août 2014 à Kingagati, eux luttent pour leur survie politique.
Ils ne luttent pas pour la survie politique des Congolais et des Congolaises, et surtout pas pour la survie politique, pour la vie des jeunes Congolais qui se sentent obligés de se mettre debout pour un peu plus d'égalité, pour un peu plus d'équité, pour un peu plus de justice et de liberté. Et Dieu merci, quand vous lisez les textes que produisent les jeunes de la lucha aujourd'hui, ils vous disent qu'ils n'ont plus peur, ils n'ont pas peur de la prison. Là, c'est une étape qui vient d'être franchie. Donc, si la majorité dite présidentielle avec sa justice estime que les jeunes là vont reculer parce que certains d'entre eux sont encore tenus dans des prisons secrètes, eux disent qu'ils n'ont pas peur de la prison. Ils vont continuer à se battre et beaucoup de compatriotes congolais sont aujourd'hui du même avis que ces jeunes et cherchent comment s'organiser pour pouvoir soutenir leur lutte et coaliser avec eux pour que ce pays-là ne puisse pas continuer, ne puisse pas demeurer à jamais un espace de honte et d'opprobre pour le peuple congolais. Mais que va devenir ceux qui sont encore en prison? Vont-ils subir les mêmes sorts que Diomi ou bien Jean-Claude Mouyambo, hein, pour lesquels la saga judiciaire ne fait que continuer? Ce sont des questions sérieuses que vous posez. Si les compatriotes, si nous ne comprenons pas dans notre immense majorité que nous devons pouvoir nous mobiliser pour que ces jeunes-là puissent d'abord sortir de là où ils sont, et que si ces messieurs qui sont aux affaires aujourd'hui estiment qu'ils doivent être jugés, qu'ils soient jugés en bonne et due forme. D'ailleurs, ils ont déjà leur avocat, M. Sylvain Loumou, qui essaie de se battre pour savoir où ils sont réellement. Qu'ils soient, même si nous savons que c'est une justice corrompue, qu'on puisse les voir et qu'ils soient jugés devant les médias nationaux et internationaux, que nous sachions de quoi il en retourne. Vous voyez ce qui s'est passé dernièrement avec M. Christopher Ngoï, quand il a demandé qu'il puisse être jugé publiquement, cette fameuse justice a refusé. C'est-à-dire que pour la plupart de ces jeunes et de ces adultes congolais emprisonnés, il y a autre chose en marge d'un procès en bonne et due forme. Il y a le fait que le peuple congolais a décidé de se mettre debout et de ne pas accepter d'être traîné dans la boue pendant plus de 20 ans. C'est cela qui ne plaît pas du tout à ceux qui ont du mépris pour ce peuple, qui l'aiment quand il est servile, quand il pratique l'aplaventrisme, hein, qui ne l'aiment pas debout. Hein, ce sont des gens qui ont beaucoup de mépris pour le peuple congolais. Et surtout quand ce peuple réussit à se mettre debout et à dire non à leur diktat, ça leur fait très mal et ils sont prêts à pouvoir l'exterminer pourvu qu'il accepte le servilisme qu'il voudrait lui imposer. Très bien, autre chose, le dimanche 22 mars 2015, Joseph Kabila a reçu à Kingakati plusieurs caciques de sa majorité et au menu débat autour d'une lettre lui envoyée quelques jours plus tôt. Et M. Mbelou, le rendu de cette rencontre fait l'objet de récits croustillants sur l'internet congolais, indiquant un certain malaise dans cette majorité. Qu'en pensez-vous et si tant est que cela se soit déroulé comme certains l'affirment? Vous savez, avant de comprendre ce qui s'est passé le 22, il serait bien de lire la lettre du 5 mars. En lisant cette lettre, une chose saute aux yeux. Ces messieurs qui ont pris le pays en otage pendant plus d'une dizaine d'années se rendent compte
qu'ils ont perdu en capital symbolique. Ce qu'ils ont gagné en argent, en maison, en honneur dans certains milieux de Chégué, ils l'ont perdu comme représentants du peuple congolais. Ils l'ont perdu aux yeux d'une certaine minorité qui leur avait accordé un certain bénéfice du doute. Donc, tels qu'ils sont là, essoufflés par leurs mensonges, ils savent qu'ils ne représentent plus rien pour la grande majorité du peuple congolais. Alors, comment vont-ils faire pour leur survie politique? Est-ce que la situation dans laquelle ils se retrouvent aujourd'hui leur semble tenable? Ce sont là les inquiétudes et les angoisses face auxquelles ils se retrouvent. Même s'ils savent qu'ils peuvent frauder, tricher comme ils l'ont fait en 2006 et en 2011, ils ont quand même quelques inquiétudes liées à l'audace dont le peuple congolais a fait montre le 19, le 20 et le 21. D'où les noms d'oiseaux qu'ils se sont distribués à Kingagati derrière le dos de leur autorité dite morale qui s'est éclipsée, montrant encore une fois qu'il a du mépris pour tous ces gens avec qui il ne peut pas facilement s'asseoir et échanger. C'est-à-dire qu'il a d'autres personnes avec lesquelles il se concerte, et ceux-là sont des petits flatteurs, des aplaventristes, des compatriotes tombés dans la servilité, dans le servilisme, qui cherchent à lui plaire à tout prix. Donc, il a ouvert leur réunion, il s'est éclipsé, les laissant s'entre-déchirer, hein, se redistribuer les noms d'oiseaux comme ils l'ont fait, comme si nous avions affaire à des gens qui ont perdu tout sens des réalités, des gens qui ont perdu tout amour propre, des gens qui ont perdu jusqu'à la fierté d'être eux-mêmes. Donc ils peuvent... Oui, justement, M. Mbelo, au cours de cette rencontre, au lieu d'un débat constructif, hein, il semble qu'il y ait eu plutôt invective. Est-ce que cela n'indique pas, n'est pas une illustration d'une majorité, voilà, qui est sclérosée, qui est complètement en panne d'idées, hein, puisque il semble que quelqu'un aurait parlé d'un glissement, hein, que les autres auraient fait échouer les glissements. Est-ce que ne sont-ils pas en panne d'idées par rapport à leur objectif ultime, hein, absolu, de se maintenir au pouvoir? Quand ont-ils jamais eu quelques idées pouvant faire avancer ce pays-là? Si vous lisez le dernier article que je viens de vous envoyer, que vous avez déjà publié sur Congo One, la majorité mécanique kabiliste et la question du chanvre, j'évoque dans cet article-là les commissions Bakandeja et Lotundula. J'évoque un rapport d'une ONG néerlandaise, NISA. Ce sont des textes qui sont très très clairs sur le travail que ces messieurs-là font chez nous depuis qu'ils disent être aux affaires. Et je remonte même au rapport Kassem de 2002. Quand vous lisez tous ces textes, c'est ce rapport-là qui a inspiré le livre de Colette Brackman intitulé « Les nouveaux prédateurs ». Donc les nouveaux prédateurs pratiquent un certain néolibéralisme parlementariste qui leur permet tout simplement d'être les nerfs de service du 1% d'oligarques qui dominent le monde, d'avoir accès aux sous, à un peu d'argent, un peu d'honneur, ainsi de suite. Mais ces messieurs-là, en tant que majorité mécanique, n'ont jamais travaillé pour le bien des Congolais. Ils n'ont jamais eu... Où est-ce que vous les avez déjà vus débattre avec les Congolais? On peut parler d'un projet de société, on peut parler d'un programme de gouvernement.
quand on prend ces idées, on les met sur la place publique et on en débat avec les populations auxquelles on voudrait soumettre son vote. Mais ils ne l'ont jamais fait. Rappelez-vous, leur autorité morale n'a pas pu participer au débat qui devrait précéder les élections de 2006, de 2005, pardon, 2006. En 2011, il n'y a pas eu de débat. Donc, c'est un pays qui n'est pas gouverné du tout. Voilà pourquoi nous ne cessons de dire que c'est un État raté, un État manqué. Il fonctionne à coup de slogans. 5 chantiers, révolution de la modernité, Bukanga Lonzo, ainsi de suite. Mais il n'y a pas de débat politique, il n'y a pas un débat d'idées qui aide les camps adverses à pouvoir montrer ce dont ils sont capables. Non, ils vous disent, nous y sommes, nous y restons, comme nous avons fait en 2006, comme nous avons fait en 2011, nous procéderons de la même manière en 2016 et nous allons rester aux affaires. Mais sur base de quel projet de société? Sur base de quel débat d'idées? Il n'y a rien. Cela d'autant plus qu'il verrouille. Il verrouille tous les espaces où des débats d'idées dignes de ce nom peuvent être menés. Il n'y a pas de radio indépendante. Il n'y a pas de télévision indépendante. Les journaux s'autocensurent pour la plupart. Alors, où est-ce qu'on trouve un espace de débat pouvant aider les compatriotes à comprendre que ces messieurs-là ont des idées qu'ils peuvent proposer pour qu'il y ait ne fût-ce qu'un début de contrat de confiance entre eux et les populations congolaises? Il n'y a rien. C'est du vent, c'est du sable. Donc tout ce qu'il y a, sont des manigances qu'ils essayent de créer, de mettre sur pied pour tricher, pour glisser, pour frauder, afin qu'ils continuent leur petit bonhomme de chemin, comme ils ont l'habitude de le dire, le chien aboie et la caravane passe. Mais M. Mbelou, ce n'est pas une situation dans laquelle certains s'accommodent, à part peut-être ce qu'on a vu les 19, 20 et 21 janvier dernier. Il n'y a pas grand monde à Kinshasa qui semble contester cela. Oui, mais ce grand monde-là va contester où? Pourquoi est-ce qu'on arrête les Mouyambo, les Djomi et les autres? On ne les juge pas, on les jette en prison. Beaucoup de compatriotes sont morts. Essayez de relire le texte contenant les injures là. Vous verrez un certain Chichambo s'en prendre je ne sais plus maintenant si c'est à Mwando Simba ou à Kyungu pour leur dire si vous avez dit ça, vous allez mourir. Donc ce sont des gens convaincus qu'aller à l'encontre de l'idée de l'orientation de leur chef mérite la mort. Ce texte existe depuis qu'il a été publié. Il n'y a eu aucune contestation. Et puis, comment est-ce que, à supposer qu'il n'y ait pas eu des choses de cet ordre-là, comment est-ce que celui qui a publié ce texte pouvait inventer un dialogue, un échange entre ces messieurs-là? Donc, vous voyez, ce texte-là, et on va poursuivre les analyses là-dessus, traduit toute une mentalité des gens qui estiment qu'on ne peut pas dire autre chose en dehors de ce que leur chef a dit. Et si on essaie de remettre en question ce que leur chef a dit, on mérite la mort. Ah, vous allez mourir. Donc, ils savent qui est mort dans ce pays-là pour avoir remis en question ce que leur chef a dit. Voilà pourquoi, si nous étions un pays sérieux, tous ces messieurs-là auraient été traduits en justice pour qu'ils disent ce qu'ils savent des assassinats, des gens qui n'ont pas pu marcher comme leur chef le voulait. Donc il est difficile, même si avec nos jeunes et puis avec certains autres compatriotes, il arrive qu'on s'exprime sur la place publique, mais il est difficile dans un pays où la place publique
n'existe pas, où les médias publics n'existent pas, il est très difficile de pouvoir s'exprimer. Alors, à quoi est-ce qu'on arrive? On arrive à la lobotomisation, on arrive au décervelage, on arrive à l'abrutissement, on arrive à l'avilissement, et beaucoup de compatriotes, si demain, après-demain, les dignes fils de ce pays-là ne consentent pas un minimum d'efforts pour créer des petites universités populaires, aller vers nos populations, leur parler de leurs droits, de leurs devoirs, de leurs libertés fondamentales et de leurs droits fondamentaux. Si ce travail-là n'est pas fait, ce pays risque de tomber dans le fatalisme et beaucoup de compatriotes risquent de croire que les dés sont pipés et qu'il n'y a plus rien à faire. Or, dans ce pays-là, tout peut changer, tout peut basculer dans la direction de la résistance au système actuel si les compatriotes congolais ouvrent grandement leurs yeux et comprennent que tout ne va pas changer si ils gardent ce qu'ils ont comme idée de la politique, avec 477 partis politiques et une multitude des ONG de la société civile. S'ils comprennent qu'aujourd'hui, il y a nécessité de pouvoir constituer un grand mouvement uni, fort, fondé sur des petites idées claires, la non-vente de nos terres, la protection de nos terres, la protection de nos forêts, la protection de nos mères, la protection de nos filles, si on ne refonde pas le pays sur ces idées simples, avec nos masses paysannes, le Congo risque de disparaître de l'espace de l'Afrique. Mais, il y a encore de l'espoir. Tout peut changer dans ce pays-là. Oui, pour finir sur les rendus de cette rencontre, hein, lorsqu'on les lit, on a comme l'impression que c'était une rencontre d'une mafia, hein, plus qu'une véritable rencontre politique où on s'échangerait des idées. On a comme l'impression que c'était plus règlement des comptes, les insultes qui fusaient. Hein, c'était plus genre la Camorra, par exemple. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les textes que je venais d'évoquer là, les rappeurs de la commission Lutundula, le rappeur de la commission Bakandeja, le rappeur de l'ONG NISA, et vous y ajoutez tous les rapports des experts de l'ONU, vous n'êtes pas très loin des exploits réalisés par certaines mafias. On est en plein dans une mafia organisée au niveau du pays pour c'est là la définition même d'un État raté. Un État raté, c'est un État qui, après avoir été déstructuré militairement, politiquement, économiquement et socialement, n'arrive pas du tout à répondre aux attentes légitimes de son peuple. Donc nous sommes là en plein dans un État raté. Alors nous n'allons pas attendre de ceux qui ont contribué à faire du Congo un État raté, un État manqué sans règles. Nous n'allons pas attendre de ces messieurs-là qu'ils puissent le refaire un État digne et de droit, un État national. Non. Voilà pourquoi il est important qu'une nouvelle élite se lève. Il est important qu'une autre élite se lève pour opérer petit à petit, sur le moyen terme, une rupture avec ce conglomérat d'aventuriers. Très bien, pour finir, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a annoncé le jeudi 26 mars la liste définitive des membres de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Elle sera rendue publique la semaine prochaine. Monsieur Mbelou, il fait cette annonce dans un contexte où on voit que plusieurs institutions d'appui à la démocratie qui ont été créées, en fait, on a l'impression qu'elles sont instrumentalisées par le pouvoir en place, au point par exemple que
Il y a un sondage qui a été effectué à Essiro et la population ne semble attendre rien du tout des prochaines élections, vu le travail fait par la CENI pour les deux législatures passées. Voilà maintenant qu'on annonce la mise en place de cette Commission nationale des droits de l'homme. Sera-t-elle crédible ou bien ce sera une nouvelle institution qui sera instrumentalisée, qui sera au service du pouvoir en place? Je vous réponds comme je venais de le faire maintenant. Vous n'allez pas attendre de ceux qui ont fait du Congo un état de non-droit pour le convertir en état de droit. Non. Non. Voilà pourquoi, au lieu de parler d'alternative, d'alternance, le Congo a un peu plus besoin d'une alternative, d'une autre façon de voir les choses, d'une autre façon de faire la politique, d'une autre approche de l'économie, d'une autre approche de la culture, pour qu'il puisse reposer sur des bases solides. Et là, en faisant allusion à ce que nos populations ici ont dit dans le sondage qui a été organisé là-bas sur les élections, vous comprenez qu'une autre élite a déjà des alliés. Ces populations-là, en faisant leur petite évaluation, se rendent compte que les promesses qui ont été faites sont restées lettres mortes. Il n'y a pas eu de réalisation. D'où se disent-elles, à quoi bon aller aux élections si les promesses faites n'ont pas été réalisées? Mais là, c'est quand on se situe dans une certaine façon de faire de la politique qui consiste à aller aux élections tous les 5 ans et à rester les bras croisés. Il faudrait changer à ce niveau-là et créer des structures qui aident nos populations à demander aux gouvernants de pouvoir procéder régulièrement à des redditions des comptes. Vous savez que dans un pays, par exemple, comme le Venezuela, à 2 ans d'une mandature, l'opposition peut recourir à un référendum révocatoire à l'endroit du pouvoir en place. Et la politique est organisée au niveau de la rue, au niveau des communes, de façon que les gouvernés qui sont proches des gouvernants participent avec eux à l'édification du tissu politique, social et culturel. Donc il y a moyen de changer profondément l'orientation politique, l'orientation économique, de façon que nos populations qui risquent de tomber dans l'apathie comprennent que c'est à elles qu'il appartient de pouvoir faire de la démocratie participative, édifier leur cité, prendre une part importante dans l'édification de la cité, sans attendre qu'il y ait quelques gouvernants qui viennent réaliser les promesses farfelues qu'il leur a faites. Très bien, merci beaucoup M. Mbelou et à la semaine prochaine. Merci bien M. Tenandou et à la semaine prochaine.